Cyril Melka, sans divan. Bonsoir ou bonjour, ça dépend un petit peu de l'heure qu'il est chez vous. Et bienvenue donc sur ce dernier webinaire de la saison. Après ce webinaire, je suis en pause tout l'été. Je reprends aux environs de la mi-septembre 2020 pour la nouvelle saison. Il se peut que pendant l'été, je fasse une vidéo ou deux, ça m'arrive de temps à autre, mais ce ne sera pas sous la forme de webinaire, ce sera tout simplement des vidéos YouTube. Donc, si vous êtes abonné à ma page, enfin à mon channel, vous devriez pouvoir les voir. Pour finir en beauté, donc on va finir notre histoire, enfin notre série de webinaires en deux parties sur ces fameuses théories du complot. La dernière fois, j'ai fait le tour un petit peu des explications historiques, de l'historique des complots, des théories du complot, et puis on y a aussi inclus quelques explications sociologiques. Et ça a eu un effet assez amusant. D'une part, j'ai reçu pas mal de mails, et la plupart de ces mails contenaient de nouvelles théories du complot, un petit peu du genre, oui, c'est vrai que telle et telle théorie n'est pas exacte, mais par contre, ça, c'est pas une théorie d'un complot, et par contre, c'est quelque chose qui est exact, qui est vérifié et qui est vrai. Sur ma page YouTube, là où j'ai mis la vidéo YouTube après le webinaire. Bonsoir Diana. Après avoir mis le truc sur les webinaires, en fin de compte, j'ai eu pas mal de commentaires et qui là aussi, c'était des théories complotistes en masse. Ça allait de la théorie de complotiste de Bill Gates et Microsoft, j'ai pas trop compris, à des trucs tout à fait fantasmatiques. Comme je modère les commentaires, je les laisse pas passer, mais il y en avait tellement et je n'ai pas vraiment du tout envie de discuter de ce genre de choses. Donc, j'ai fermé les commentaires pour la vidéo des théories du complot, la première partie, et il n'y aura pas de possibilité pour faire des commentaires lorsque je mettrai cette vidéo, la numéro 2, en ligne également, parce que c'était pas trop le but de la manœuvre, de voir quelles sont les bonnes théories du complot, mais d'expliquer comment on en vient à former ces théories du complot. Lors du dernier webinaire, il y a eu une question qui m'a été posée juste au dernier moment. Je l'ai vue juste après avoir éteint en fin de compte le webinaire, et c'était une question intéressante. Donc, elle m'avait été posée par Lei. Et donc là, je l'ai mise ici dans le webinaire parce que je la trouvais très pertinente. Et la question était, l'essor des réseaux sociaux et la multiplication des fake news rendent impossible la possibilité d'apporter un démenti audible à chacune des polémiques créées. Le temps d'apporter une réponse, une nouvelle polémique prend le devant de scène. Avez-vous connaissance de travaux en termes de communication, psychologie ou comportement qui permettraient de pouvoir apporter une vraie réponse à ce fléau? Alors, il n'y a pas un seul travail qui est effectué dans ce genre de choses, mais c'est une somme de plusieurs travaux, de plusieurs recherches qui ont été faites dans différents champs, dans différentes parties de la psychologie cognitive, entre autres. Et c'est certaines de ces connaissances et certaines de ces études dont je vais parler aujourd'hui. Et le reste de la question était, aujourd'hui, ces théories atteignent des catégories de la population plutôt instruite, normalement hermétique à ce genre de discours, et je trouve la situation inquiétante. N'y a-t-il pas derrière tout ça une sorte d'oisiveté et de perte de sens qui accentue l'intérêt pour ces théories? Je pense qu'il y a également, une tendance à une certaine sorte d'oisiveté et de vouloir comprendre les choses relativement rapidement. D'une part, parce qu'aujourd'hui, tout va très vite et donc il nous faut très rapidement passer à autre chose. Donc, on va avoir une tendance justement à passer à des explications rapides, même si elles sont à côté de la plaque. C'est également ce que nous allons voir un peu plus en détail dans cette partie du webinaire. Et en plus, je trouve qu'aujourd'hui, la population plutôt instruite n'est
pas aussi instruite qu'elle l'était il y a encore quelques années. De toute évidence, on a nivelé les différentes éducations par le bas. Il est de plus en plus facile d'entrer à l'université, de plus en plus facile d'avoir son bac, de plus en plus facile un petit peu tout. Et donc, les personnes manquent aujourd'hui de discipline scientifique, tout simplement, pour analyser toutes ces choses. Une des choses qui est arrivée entre le dernier webinaire et celui-ci, c'est donc, comme je vous l'ai dit, que j'ai reçu plusieurs mails. Et l'un de ces mails contient, pour ainsi dire, tous les éléments dont j'ai parlé la dernière fois et tous les éléments dont je vais parler aujourd'hui. Donc, je l'ai pris en exemple, anonymisé, bien entendu. J'ai reçu ce mail le jour d'après du dernier webinaire. Et donc, je vais être obligé de le lire parce que ce webinaire est aussi transformé en podcast où il n'y a que le son et les gens ne peuvent pas lire le mail. Bonjour Cyril, j'espère que tu vas bien. J'ai écouté attentivement ta vidéo très intéressante sur les théories du complot. Alors ici, une petite pause. Malgré le ton amical, je ne connais pas cette personne. Je lui ai répondu à un mail ou deux il y a pas mal de temps, mais on ne se connaît pas du tout. Tu as sûrement entendu parler de Mamoudou Gassama. Un jeune réfugié africain escalade à main nue et en temps record la façade d'un immeuble parisien pour secourir un petit garçon suspendu à un balcon après avoir chuté de l'étage du dessus. Le petit, malgré la chute, réussit à se retrouver dans une position confortable, entre guillemets, à garder au pied ses tongs, à supporter son poids de ses petits bras et même à faire quelques pas le long de la rambarde avant que Gassama ne le sauve. Le plus grave, c'est qu'Emmanuel Macron a reçu Gassama à l'Élysée pour le féliciter. J'aimerais avoir ton avis sur cette histoire, car sans être une adepte des théories du complot, les coups montés, ça existe. Un indice, regarde attentivement le dos du petit qui semble bombé et rigide, amicalement, et donc un lien vers une vidéo YouTube que je crois déjà avoir vue à l'époque où ça s'était produit. Ma réponse a été tout simplement non, écoute, là, ce que vous faites est tout simplement de suivre encore une théorie du complot. Ça fait bien longtemps que des vidéos prises sous d'autres angles et de meilleure qualité ont démontré que cela s'est bien passé ainsi. Avant de vous fier aux premiers complotistes venus, vérifiez les informations. Un coup de Google et c'est fait aujourd'hui. Et donc, tenez, et donc un lien vers un statut Twitter qui explique par le menu comment toutes ces différentes choses se sont produites, une vidéo d'un autre angle, etc. Donc, il n'y avait qu'à voir pour trouver autre chose. La chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui a Google qui peut trouver google.com ou .fr peut faire une recherche en faisant n'importe quelle théorie du complot et mettant à côté complot et boum, vous avez 150 pages qui vous expliquent les choses et qui peuvent vous prouver que les choses sont inexactes. Mais bizarrement, beaucoup de gens ne le font pas. Et ça a été également le cas, comme vous allez le voir, de cette personne avec qui j'ai communiqué. Sa réponse, j'ai un cerveau, bonjour Cyril, j'ai un cerveau, par conséquent, je n'ai nullement besoin de me fier à d'autres pour savoir que penser. Je vous ai parlé du dos bombé du petit, comme j'aurais pu vous parler de plusieurs autres détails, tout aussi improbables les uns que les autres. Et parce qu'une photo vaut plus que de longs discours, je vous joins un agrandissement d'un des balcons de l'immeuble en question. Comme vous pourrez le constater, il n'y a aucun rebord et il n'est nullement possible de positionner ses pieds dans les interstices en admettant qu'un enfant de 4 ans ait la force physique et la présence d'esprit de le faire. Certaines théories du complot sont fausses, d'autres vraies. On les appelle des coups montés. Vous remarquerez que c'est la deuxième fois, en 2 mails, que cette personne me dit exactement cette même phrase. L'histoire de Mamoudou Gassama en est une belle illustration et sans doute l'une des plus simples à démasquer tant elle est grotesque. Le plus grave, c'est que le président Macron et les médias aient validé cette histoire rocambolesque, mais sans doute était-ce voulu. Point de suspension. Histoire rabâchée des jours durant par les médias et qui se termina pour Gassama par une naturalisation et une embauche chez les sapeurs-pompiers en un temps record. Un coup de pub, entre guillemets, pour les migrants et les réfugiés qui monopolisaient l'actualité à l'époque de façon pas toujours très glorieuse. Regardez cette vidéo, lien YouTube. Ainsi, vous pourrez voir comment un corps se comporte lors d'une chute d'un balcon.
Il est triste que l'on puisse faire gober n'importe quoi aux gens parce que les médias relaient la chose en question. Je ne cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit, je souhaite simplement vous interpeller dans le monde dans lequel on vit et de ce que certains sont capables. Alors, une parenthèse, parce que ça va pas être traité un peu plus tard, dans la vidéo, dans le lien de la vidéo que je n'ai pas regardé, sur la façon dont un corps se comporte dans une chute d'un balcon, avant que ceci soit une preuve scientifique que la chose est exacte, il faudrait que ce soit un corps du même poids que cet enfant de 4 ans, sous les mêmes conditions climatiques, sous le même angle, de la même hauteur. Enfin, il faut que tout soit exactement pareil, parce que sans ça, ça ne sert absolument à rien de me montrer un corps qui plonge du balcon du 32e étage sur une tour à Manhattan, quand là, on est dans un immeuble à Paris sous d'autres conditions. Donc, en fin de compte, là, on est plutôt dans le côté un petit peu scientifique. Maintenant, passons donc en revue donc l'un des détails. Si sur la gauche, vous pouvez donc voir ce fameux balcon, et c'est un fait, il n'y a pas de rebord, mais dans le lien que j'avais envoyé, voici la photo à droite du lien que j'avais envoyé, et on peut parfaitement voir sur cette photo que les pieds du petit garçon ne sont pas sur le rebord, mais bien sur le balcon, et qu'ils sont bien sur les interstices du balcon, et que l'enfant se permet, donc c'est ce qui permet à cet enfant de s'appuyer un petit peu là-dessus, et il n'est donc pas suspendu juste à la force de ses bras. En gros, cela veut dire que cette personne n'a pas regardé le lien que je lui ai envoyé, parce que cette photo y était, et donc, elle n'aurait pas eu besoin de m'envoyer une photo du balcon qui ne veut absolument rien dire, puisque l'enfant n'était pas sur le rebord du balcon. Donc là, on peut voir que lorsqu'une personne qui pourtant pourrait paraître censée et bien réfléchie, ben là, on a un exemple qu'elle ne vérifie pas l'information parce que j'ai ma croyance, j'ai mon complot, et je ne vais pas en bouger. Alors, quels sont ces éléments qui font justement que les gens en arrivent à ça? En fin de compte, il y a un système que l'on appelle de cognition sociale, et nous avons en fin de compte deux systèmes de cognition. Nous avons le système 1, qui est intuitif et automatique, et le système 2, qui est analytique et contrôlé. Alors, ils ne sont pas placés aux mêmes endroits dans notre cerveau, et on utilise généralement les deux ensemble. D'accord ? Le premier système, et tous les deux systèmes, en fin de compte, ont un rôle à jouer dans notre tendance à croire aux différents complots. Le premier système, celui qui est intuitif et automatique, c'est un système qui nous est très utile en tant qu'animaux, comme nous le sommes, parce que des fois, il nous faut prendre des décisions rapidement, sans trop réfléchir, sans trop analyser. On est obligé pour survivre, des fois, de prendre des décisions plutôt instinctives. Et c'est le plus souvent, comme vous le remarquerez, en fin de compte, de bonnes décisions, même si elles ne sont pas toujours parfaites. Ça peut être des décisions qui peuvent nous sauver la vie. Dans d'autres cas, ça va être des situations qui vont nous mettre dedans, ça dépend de la situation. Le système 2 est analytique et contrôlé, et donc là, c'est plutôt de cette façon dont on analyse différentes situations. Donc là, il nous faut du temps pour faire certaines recherches et pour travailler certaines informations. Dans les croyances en complot, les deux systèmes sont donc engagés. Le système 1 sera engagé dans notre tendance à vouloir choisir une solution rapide, comme par exemple dans le cas de ce jeune homme qui a sauvé ce petit garçon, de dire, bon, bah voilà, l'explication est simple, c'est pas possible, donc c'est un coup monté, donc c'est comme ci, comme ça. Boum. Et donc le système 2, là, viendra au secours de la théorie du complot dans les discussions, et c'est là où on va dire, par exemple, voilà, il n'y a pas de rebord sur le balcon. Mais pour prouver que le rebord sur le balcon avait une importance, il va falloir que l'autre partie, comme je l'ai dit dans la première partie du webinaire, l'autre partie fasse beaucoup plus de recherches pour prouver que, en fin de compte, le petit garçon, le cas échéant, n'était pas sur le rebord du balcon de toute façon. Donc, là, c'était ce que l'on peut illustrer justement dans cet argument où cette personne me dit je vous joue un agrandissement d'un des balcons de l'immeuble en question, sans écouter l'argument contraire, sans avoir analysé les arguments contraires. Elle va donc renforcer ou essayer de renforcer son point de vue. Ensuite,
les émotions jouent un rôle. Il n'est pas le rôle des émotions, le rôle que les émotions jouent est relativement mince. C'est-à-dire que peu importe si ces émotions viennent d'une émotion positive ou négative, ça c'est sorti d'une étude qui a été faite par Winson, Galinsky et Kay. Mais par exemple, ça peut venir d'une émotion positive comme la surprise ou négative comme la peur, par exemple pour l'attentat du 11 septembre, ou de l'émotion positive, par exemple là ce petit garçon qui est sauvé in extremis d'un balcon. Mais c'est généralement quand on est par rapport à une situation qu'on ne peut pas expliquer comme ça tout de suite et simplement, il y a plus de quand on est surpris, il y a plus de chances ou de possibilités pour que l'on ressente de l'anxiété ou une idée d'un manque de contrôle quelconque ou une certaine incertitude, on se sent un petit peu interdit. Et donc, le fait d'avoir ces émotions vont faire qu'on a peut-être plus une tendance à vouloir trouver des solutions simplifiées à ces différents problèmes et donc tomber plus facilement dans une théorie du complot parce que généralement, les théories du complot, comme je l'ai dit en première partie, elles sont très simples. Il va y avoir un coupable ou deux au grand maximum. Il y a une méthode pour s'en sortir. Enfin bref, tout est bien rangé, etc. Dans tous ces phénomènes psychologiques, ça va reposer sur deux processus cognitifs importants. Le premier, c'est celui qu'on appelle la perception de configuration illusoire, pattern perception en anglais. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle la détection d'agentivité, agency detection en anglais. Alors, bien entendu, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, parce que c'est pas... Bon, c'est vrai que ça sonne bien dans une discussion, mais il vaut mieux savoir de quoi on parle. Et donc, ces processus cognitifs, ce ne sont pas ce qu'on appelle des biais, mais ce sont ceux qui sont à la base des différents biais psychologiques, donc des biais comme biaisés, des fameux biais psychologiques qui vont entrer en ligne de compte dans ces théories ou dans notre monde psychologique. Alors, la perception de configuration illusoire, c'est ce qui est le lien de causalité et de relation entre des stimuli indépendants. C'est-à-dire que si on prend deux stimuli tout à fait indépendants l'un de l'autre, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, on va dire, ou on va penser, ou on va les mettre en relation, et on va dire que l'un est la cause de l'autre, ou l'un est une des raisons de l'autre. Par exemple, dans les attentats du 11 septembre, beaucoup de gens ont vu dans la fumée des tours qui ont explosé, dans la fumée, le portrait de Satan. Alors, personnellement, j'ai vraiment beaucoup regardé, mais moi, je ne pouvais pas le voir. Mais ça a peut-être son explication, parce que même quand je regarde ces machins en 3 dimensions, je ne me rappelle même plus du nom. Vous savez, ces grandes images qui sont des trucs répétitifs, et puis quand on les regarde un certain temps, on peut voir plein de trucs là-dedans. Moi, j'ai jamais rien pu voir. Donc, apparemment, c'est pas trop mon truc. Mais paraît-il donc qu'il y a Satan. Donc quand on commence à voir Satan dans la fumée, c'est ce qu'on appelle une perception de configuration illusoire. Ça a été aussi démontré pour certaines personnes dans une étude qui a été faite, une étude psychologique, quand on a montré à des personnes des œuvres de Victor Vasarely ou de Jackson Pollock. Alors, ces œuvres, Victor Vasarely, il travaille beaucoup dans la répétition de figures géométriques, et c'est généralement symétrique et mis dans le même ordre. On les voit presque bouger tellement c'est symétrique, c'est une illusion d'optique. Et Jackson Pollock, lui, il joue plutôt avec les formes aléatoires, un petit peu taches d'encre par-ci par-là, ou taches de peinture en quelque sorte. Mais le prix est beaucoup plus cher que qu'un buvin avec une tache d'encre. Lorsqu'on montre à plein de gens ce genre de photos, vous allez avoir certaines personnes qui vont y voir des choses, qui vont y voir des visages, qui vont y voir des objets ou des choses dans ce genre-là. Les personnes qui ont ces tendances ont plus de facilité à tomber pour les théories du complot, parce qu'ils ont une prépondérance, une facilité à ce genre d'illusion.
Le deuxième principe qui est à la base de ces biais, c'est ce qu'on appelle donc la détection d'agentivité. Et c'est lorsque l'on voit une intention d'une chose là où il n'en existe pas systématiquement. C'est-à-dire, il peut en exister, mais il peut aussi ne pas en exister. Cette chose qui a démarré ce truc, si on veut dire ça comme ça peut être un événement, une personne ou un objet, ça peut être une personne réelle ou ça peut être une personne inventée, ça peut être une personnalité religieuse, enfin, ça peut être un peu n'importe qui. Donc, lorsque on trouve une intention à certaines choses qui arrivent. Par exemple, dans le mail que j'ai reçu, quand cette personne me dit le plus grave, c'est que le président Macron et les médias aient validé cette histoire rancobolesque, mais sans doute était-ce voulu, là, on a l'intention. Il y a une intention de quelqu'un. Ah, est-ce que c'est le président Macron ou est-ce que c'est les médias? On ne sait pas. Il y a quelqu'un, il y a une intention. Et si je me souviens bien, cette même phrase est également dans le premier mail. Elle est dans les deux mails. Donc, nous venons de voir la base de ces biais et maintenant nous allons voir les biais qui entrent en ligne de compte. Alors, il y a beaucoup de biais qui entrent en ligne de compte. J'ai seulement pris les plus importants, ceux sur lesquels la plupart des chercheurs sont d'accord. Après, il y en a toujours d'autres, parce que justement, du fait où ce n'est pas un complot, et il y a plein d'explications. Il n'y a pas seulement une explication à cette façon d'être, mais il y en a plusieurs, et l'une n'exclut pas l'autre, généralement. Alors, il y a ce qu'on appelle le biais d'intentionnalité, qui donc, comme vous pouvez le voir, est donc relié à cette idée de trouver une intention un petit peu à tout. C'est donc une erreur de jugement qui amènerait la personne à surestimer le rôle de cause intentionnelle dans la survenue d'un événement. Et ça vient du fait qu'on a une tendance à surestimer et à donner des qualités, des intentions et une vie à des choses qui n'en ont pas nécessairement. Haider et Simmel ont fait une étude qui ont démontré ça. Alors, pour vous expliquer le biais d'intentionnalité de façon un petit peu simple, par exemple, imaginez-vous que vous voyez un petit film. Sur ce film, vous pouvez voir un cercle jaune et un cercle vert à gauche. Le cercle jaune est à droite, le cercle vert est à gauche. Le cercle vert, qui est donc à gauche, se déplace vers le cercle jaune. Au moment où il touche le cercle jaune, il va arriver ce qui arrive partout en physique, il va prendre sa place, le cercle jaune va disparaître et le cercle vert va donc prendre sa place. Ça, c'est une chose. Maintenant, si on vous montre un deuxième film avec les deux mêmes cercles, jaune à droite et vert à gauche, le cercle vert commence à s'avancer et au moment où il va presque toucher le cercle jaune de droite, celui-ci va s'enlever, va partir pour l'éviter. Eh bien, le biais d'intentionnalité, c'est exactement ce que je viens de faire quand je vous dis pour l'éviter. Parce que, en tant qu'être humain, nous, on va donner une intention à des objets inanimés. Le cercle vert ou le cercle jaune, c'est un dessin. Il n'a pas d'intention. Il ne pense pas. Haider et Simmel, ils avaient fait plein de petits films, des petites animations avec des formes, des carrés, des triangles, etc., qui se déplaçaient. Si vous allez sur YouTube et que vous faites Haider et Simmel et puis expérience, vous allez les voir. Ces petits films, ils datent des années 40. Ils sont très connus, ils durent 1 minute ou 2. Et donc, vous pouvez voir ces formes qui se déplacent. Et donc, ils avaient montré ces films à des personnes qui leur demandé de décrire ce qu'ils y voyaient. Et les gens qui voyaient ça, pour la plupart, on décrit une histoire. Et certains ont vu des animaux là-dedans en disant bah, tiens, ça c'est un chat qui fait ceci et cela, et ça représente un chien. Et donc, on a bâti toute une histoire là-dedans. Et ça, c'est le biais d'intentionnalité. C'est en tant qu'être humain, on va donner des intentions à des choses qui n'en ont peut-être pas. Donc, c'est là que l'on peut voir dans ce fameux mail, c'est ce qui se termina pour Gassama par une naturalisation et une embauche chez les sapeurs-pompiers en un temps record. C'était l'intention. Un coup de pub pour les migrants, etc. Ça, c'était l'intention. C'est un biais qu'on a mis à l'intérieur. Ensuite, il y a le biais de l'erreur de conjonction.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle la surestimation de la probabilité d'occurrence de deux événements concomitants par rapport à celle de chacun de ces événements considérés isolément. Bon, je vais vous expliquer ça en français. Et pour ce faire, voilà une petite histoire. Alors, Linda a 31 ans, elle est célibataire, franche et très brillante. Elle possède une maîtrise de philosophie. Quand elle était étudiante, elle se montrait très préoccupée par les questions de discrimination et de justice sociale. Elle participait aussi à des manifestations antinucléaires. Selon vous, Linda a-t-elle plus de chances d'être? Et là, une seule réponse. 1. Enseignante dans une école primaire. 2. Libraire et inscrite à des leçons de yoga. 3. Active dans le mouvement féministe. 4. Travailleuse sociale en milieu psychiatrique. 5. Membre de la Ligue des électrices. 6. Guichetière dans une banque. 7. Vendeuse d'assurance. Et 8. Guichetière dans une banque et active dans le mouvement féministe. Je vous laisse quelques secondes. Alors, maintenant, je ne sais pas ce que vous avez répondu, mais la plupart des gens, à près de 80%, vont répondre 8. Guichetière dans une banque et active dans le mouvement féministe. Certains ont répondu 2. Les autres arrivent bien après. Et si vous détaillez, si vous regardez bien ces réponses, toutes les réponses ont un seul élément. Enseignant dans une école primaire, actif dans le mouvement féministe, etc., etc. Ça, c'est une réponse. 2 de ces réponses ont 2 éléments. La ligne numéro 2, libraire et inscrite à des leçons de yoga. Et donc la numéro 8, guichetière dans une banque et active dans le mouvement féministe. Alors maintenant, je ne veux pas vous barber avec les longs calculs de probabilité, mais en psychologie et dans les différents tests que l'on fait, on dira qu'il y a moins de chances pour avoir la bonne réponse lorsqu'il y a 2 éléments que lorsqu'il n'y en a qu'un. Pour la bonne raison il est plus facile qu'elle soit enseignante, par exemple, plutôt que guichetière et active dans le mouvement féministe, ou que libraire et inscrite à des leçons de yoga. Lorsqu'on commet l'erreur de conjonction, c'est lorsque l'on va prendre la probabilité d'occurrence de 2 événements plus important et plus probable qu'un seul de ces événements, ce qui est totalement illogique point de vue calcul de probabilité. C'est ce qui fait, par exemple, que les gens ont mis ensemble les 2 phénomènes que, un, lors des attentats du 11 septembre, on a retrouvé des morceaux de ferraille dans les tours, et 2, le gouvernement Bush n'avait pas réagi lorsqu'il avait appris qu'il y avait des terroristes ou des personnes qui, on pensait étaient probablement des terroristes, prenaient des cours d'aviation. Ces 2 événements, ils n'ont rien qui les rattache, il n'y a rien qui les ramène l'un à l'autre. Néanmoins, donc on les a mis ensemble dans cette théorie du complot. C'est ce qu'on appelle donc l'erreur de conjonction. Dans le cas du mail que j'ai reçu de cette personne-là, on l'a en 2e ligne. Je vous ai parlé du dos bombé du petit, comme j'aurais pu vous parler de plusieurs autres détails tout aussi improbables les uns que les autres. Exactement ce dont on parle, tout aussi improbables les uns que les autres. Erreur de conjonction. Il y a une dernière petite théorie cognitive dont on parle moins, mais qui a néanmoins son importance, et c'est une tendance que l'on peut avoir à sous-estimer l'influence d'une théorie du complot. Eh oui, nobody expects the Spanish Inquisition, comme disaient les Monty Python. C'est-à-dire qu'on a remarqué que si vous avez lu un complot, si vous avez, à moins que ce soit votre travail, bien entendu, mais si vous avez été soumis à une théorie du complot dans un journal ou sur Internet, ou ce que vous voulez, vous aurez quand même ça aura une influence sur vous. C'est une étude qui a été faite
où c'était par rapport à la mort de la Lady Diana. Les psychologues ont divisé les personnes en deux groupes, et l'un des groupes, ils leur ont laissé lire une des théories du complot par rapport à la mort de Lady Di. L'autre groupe était donc le groupe de contrôle, et ils n'ont pas lu ce rapport, ils n'ont pas lu cet article. Ensuite, on a posé la question aux personnes qui avaient lu cet article. On leur a demandé, OK, a priori, avant d'avoir lu cet article, est-ce que vous pensiez qu'il y avait quelque chose de louche ou qu'il y avait quelque chose peut-être d'un petit peu bizarre par rapport à la mort de Lady Diana? La plupart de ces personnes ont répondu que, a priori, oui, avant d'avoir lu cet article, en fin de compte, je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose qui était quand même un petit peu bizarre. Cet article m'a conforté dans certaines choses, mais c'est un complot parce que c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques trucs qui sont c'est quand même un peu bizarre. Donc, en fin de compte, n'importe qui n'est pas préparé peut être influencé par ce genre de truc. Et avec toutes les vidéos, tous les articles, etc., qui sont balancés sur Internet, la probabilité pour que vous ayez été soumis à une théorie complotiste plus ou moins, si vous n'aviez pas été armé pour la comprendre ou pour faire attention ou pour être sur vos gardes, eh ben, il y a des chances pour que ça vous ait influencé, tout du moins un petit peu. Donc il y a une influence du théorie du complot, et c'est ce que dans ce mail, cette personne me dit, certaines théories du complot sont fausses, d'autres vraies, on les appelle des coups montés. Les personnes qui ont une tendance à être influencées ou à tomber d'un petit peu dans le piège des théories du complot ont certains traits communs. Alors, pas tous, bien entendu. Là, je vais en donner quelques-uns, mais on n'a pas besoin d'avoir tous les traits en même temps. On peut en avoir certains, sur certains points. Le premier point, ça va être une méfiance. On va trouver des gens qui ont une méfiance envers différentes choses. Alors, ça peut être de l'anomie. L'anomie, c'est une méfiance vis-à-vis de tout ce qui est institution, gouvernement, etc. Ça peut être une hostilité, et ça peut être cette idée, ce principe que le monde est malveillant, que les gens sont méchants, qu'ils peuvent faire un petit peu n'importe quoi. C'est ce que cette personne me dit à la fin de son mail. Il est triste que l'on puisse faire gober n'importe quoi aux gens parce que les médias relayent la chose en question. Je ne cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Je souhaite simplement vous interpeller sur le monde dans lequel on vit et de ce que certains sont capables. Le monde est méchant, les gens sont méchants. Bon, maintenant, soit dit entre nous, j'ai 56 ans, j'ai travaillé 20 ans contre les sectes, donc je crois avoir une relativement bonne idée de ce que certains sont capables. Mais pas d'escalader un balcon pour avoir une embauche chez les sapeurs-pompiers. OK. Deuxième point commun, ça va être une idéologie. Alors, on peut avoir et la méfiance et l'idéologie, ou seulement l'un des deux. Alors, l'idéologie, ça peut être une sorte d'autoritarisme, ça peut être une tendance à l'extrémisme, ça peut être une religion qui peut être à la base, parce que la religion, ça peut être bien pratique, parce que ça peut exonérer l'individu de beaucoup de choses. C'est pas de sa faute à lui s'il y a certaines choses qui se passent, ça peut être un complot. Certaines superstitions peuvent également être à la base de certaines idéologies. Pour beaucoup de psys, ils expliquent les superstitions comme une religion laïque, en quelque sorte. Ça va être la religion des personnes qui ne veulent pas être religieuses. Là, dans ce fameux mail, on l'a aussi, parce qu'on a le fait que ça se termina pour Gassama par une naturalisation, une embauche chez les sapeurs-pompiers en un temps record, un coup de pub pour les migrants et les réfugiés qui monopolisaient l'actualité à l'époque de façon pas toujours très glorieuse. Là, on a une raison politique, tout simplement. Ensuite, autre trait commun, ça va être le sentiment de contrôle. Contrôle de la situation, comme je l'ai dit en début de ce webinaire, on a ces émotions, cette perte de contrôle, on a la surprise, on ne sait plus trop où on en est, donc on essaie de retrouver le contrôle. Alors ça peut être ce qu'on appelle le locus de contrôle. Alors le locus de contrôle en psychologie, c'est si par exemple j'explique à des amis comment j'ai pu décrocher tel ou tel contrat, par exemple, je vais le dire par rapport à mon locus de contrôle, c'est-à-dire que
je vais avoir contrôlé certains des événements et d'autres événements seront de la chance, ou d'autres événements vont être du piston, ou d'autres événements vont être quelque chose par des connaissances que j'ai eues, enfin bref. Donc le locus de contrôle, ça va être jusqu'où va mon contrôle à moi de la situation et quel est le contrôle qui est attribué à d'autres événements dans cette situation. Il va y avoir une estime de soi. Moins la personne a une estime de soi et plus il lui sera difficile de changer d'avis, tout simplement, et de vouloir voir les faits et revenir sur ses croyances. Il y a ce sentiment d'impuissance dans certaines situations, et puis il y a une certaine tolérance à l'ambiguïté. Si on n'a pas de tolérance à l'ambiguïté, c'est-à-dire que ça ne nous gêne pas d'aller dans des situations où ça va être, on va dire, des choses contradictoires, parce qu'on tolère l'ambiguïté à un très haut niveau, en quelque sorte. Là, c'est par exemple ce qu'il y a dans le mail lorsque le président Macron et les médias ont validé cette histoire rocambolesque, mais sans doute était-ce voulu. Elle passe pas mal de temps à nous dire qu'il y a plus des détails les plus improbables les uns que les autres, c'est simple à démasquer, c'est grotesque, etc. Mais néanmoins, tout le monde est tombé dans le panneau, quoi. Donc là, on a une ambiguïté. Et puis, il y a ce qu'on appelle la complexité de la tribu, et c'est tout simplement les personnes qui ont du mal à vouloir accepter que les choses ne sont pas nécessairement simples à comprendre, c'est pas nécessairement une chose et puis on arrive à un résultat bien défini. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte, il se passe plein de choses, et puis c'est donc toutes ces choses qui arrivées bout à bout, mènent à une certaine situation. Pour finir, ça c'est ma femme qui me l'avait envoyé quelques jours après le premier webinaire et je l'avais trouvé vraiment super. Et donc ça apparemment c'est sur Twitter où il y a quelqu'un qui explique, qui dit falsifier un événement important demanderait des milliers de personnes. Essayez de manager un projet. Essayez d'avoir 12 personnes qui doivent faire ce qu'elles sont supposées faire à l'heure et sans vendre la mèche trop tôt. C'est pratiquement impossible. Et c'est exact. Si vous y pensez vraiment, le fait de faire travailler certains de ces trucs, comme faire tomber le Trade Center, non mais vous imaginez si l'administration Bush devait faire vous imaginez toute la logistique à mettre en route pour que ça marche et pour obtenir l'effet escompté en plus, pour que les choses ne merdent pas et pour que personne ne parle. C'est totalement impossible. Ça, je veux dire, il n'y a pas de logique. Et donc, il y a quelqu'un qui fait un commentaire à ce qui est dit là et qui dit « Mon impression, c'est que la plupart des théoristes de conspiration n'ont jamais été managers de project. Leur optimisme est adorable. » Et ça, j'ai vraiment trouvé cette réflexion super. C'est vrai, quand on y pense, l'optimisme de ces gens-là, c'est vraiment adorable de s'imaginer qu'on puisse, rien que cette histoire de balcon, de s'imaginer pouvoir obtenir exactement ce qu'on voulait obtenir en mettant en danger la vie d'un enfant de 4 ans sans que... je veux dire, ça tient vraiment pas debout. Et c'est vrai que ça prouve quand même qu'ils ont un certain optimisme. Voilà. C'était donc tout pour ce dernier webinaire de l'année. Oh, là, je peux voir qu'il y a... ouais, ok. Oui, il y a Tibi qui me dit bonsoir et je ne l'avais pas vu. Bonsoir, Tibi. Donc, voilà, c'est ce qui va terminer le dernier webinaire de la saison. Je vous retrouve donc au mois de septembre 2020. Si dans l'entretemps, vous avez des idées de webinaires, n'hésitez pas à me les envoyer, même quand je ne les fais pas, ça me fera toujours une réserve pour la saison prochaine. Donc, il vous suffit de m'envoyer un mail avec votre suggestion à cyril@malka.fr et je vous dis donc d'ici quelques mois pour une nouvelle saison. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.